La xénophobie au Gabon. Raymond DeVos disait dans un de ses sketchs sur la xénophobie: « J'ai un ami qui est xénophobe, il déteste à tel point les étrangers que lorsqu'il va dans leur pays, il ne peut pas se supporter. » Une petite boutade qui fait bien sûr rire plus d'un, mais qui pointe du doigt l'ultranationalisme des racisés moyens qui vivent bien à l'abri dans des pays où ils sont considérés comme des parias. La boutade peut prêter à sourire, mais prend un sens amer au Gabon, un pays qui a longtemps cultivé l'image d'une nation d'accueil. Pendant les dernières semaines, les derniers mois, les dernières années et depuis que le Gabon existe, il y a de la xénophobie au Gabon, il faut le dire. Ce document se veut une plongée sans complaisance dans les racines et les manifestations de la xénophobie gabonaise, un phénomène qui s'exprime des lynchages les plus brutaux aux discriminations les plus insidieuses. Qu'est-ce que la xénophobie ? Commençons par son étymologie, du grec ancien xénos qui veut dire étranger et phobos qui veut dire peur ou effroi. La xénophobie se traduirait littéralement par la peur irraisonnée, maladive de ce qui est étranger. Dans le sens courant, le terme xénophobie est plutôt utilisé pour caractériser un sentiment envers d'autres êtres humains. La xénophobie désigne les sentiments systématiques de crainte, d'hostilité, voire de haine envers les étrangers, c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas la même nationalité que soi, ou qui n'appartiennent pas au même groupe, culture, religion ou même langue. L'étranger est perçu comme une menace pour l'équilibre de vie et donc comme un ennemi, ce qui entraîne des réactions de peur ou d'hostilité ou les deux. Dans les cas de forme les plus extrêmes, la xénophobie peut dégénérer en haine ou en violence. La compréhension d'un tel terme nous paraît déjà plus claire. Mais dans l'imaginaire du Gabonais lambda, sa xénophobie ne serait pas nommée s'il n'y avait aucun chauvinisme de sa part. Le chauvinisme, quant à lui, est une forme excessive et agressive du patriotisme ou du nationalisme qui dénigre systématiquement tout ce qui est étranger. Le chauvinisme s'exprime par une admiration inconditionnelle et exclusive de ce qui est national. Jérôme Valu, professeur de sociologie politique de l'action publique à l'université Panthéon-Sorbonne, explique dans son ouvrage Rejet des exilés, le grand retournement du droit de l'asile, que la xénophobie est un ensemble de discours et d'actes tendant à désigner de façon injustifiée l'étranger comme un problème, un risque ou une menace pour la société d'accueil et à le tenir à l'écart de cette société. Que l'étranger soit au loin et susceptible de venir ou déjà arrivé dans cette société ou encore depuis longtemps installé, cette définition permet de comprendre que la personne étrangère due à la xénophobie est tenue à l'écart de la société et voit par cet acte ses droits et libertés violés. Cela permet de comprendre les contraintes sociales auxquelles la personne étrangère doit faire face. Il y a deux types de discrimination, de manifestation de la xénophobie. La discrimination directe, cela consiste en des agressions verbales ou physiques pour des raisons xénophobes qui visent à assurer la pureté de la société. Et la deuxième qui est la discrimination indirecte qui, elle, consiste en un dénigrement, un rejet, voire la destruction de la culture des groupes étrangers. Ici, cela consiste par exemple en la préférence nationale. On comprend dès lors que la question de xénophobie ou de chauvinisme exacerbé n'a pas lieu d'être dans un argumentaire. On redécouvre la question de xénophobie sous deux angles distincts. L'un direct tel qu'on le voit souvent sur les réseaux sociaux ou dans nos quotidiens. Le deuxième angle qui vit sous les radars des statistiques sur la question demeure quant à lui le plus répandu. Cette forme qu'on retrouve à tous les niveaux de la société gabonaise ne s'étouffe pas de toucher que les étrangers, mais la population qui compose le pays est la première à en faire les frais. On observe ainsi des stéréotypes péjoratifs et mélioratifs qui sont discriminatoires au même niveau. Des propos xénophobes deviennent ainsi banals. Ainsi, pour comprendre ces dérives, il faut d'abord s'interroger sur ce qui est étranger et qui ne l'est pas. L'étranger et le Gabonais, une peur aux racines profondes et aux manifestations subtiles. Le tribalisme comme matrice de la xénophobie. Pour comprendre la xénophobie au Gabon, il est impératif d'en examiner le tribalisme sous-jacent. Le pays est un véritable kaléidoscope ethnique où les affiliations tribales restent un facteur déterminant de la vie sociale et politique. La peur de l'autre, bien qu'initialement dirigée vers l'étranger, se nourrit d'une méfiance interethnique généralisée. Un article de l'Organisation internationale pour l'immigration, OIM, sur la lutte contre la xénophobie en Afrique du Sud soulignait notamment que ces sentiments sont souvent des symptômes d'une culture de division sociale qui sont en hausse. Au Gabon, comme précédemment évoqué, cette culture de la division a toujours existé, créant un climat de pensée où la notion de l'étranger peut facilement être étendue à un compatriote d'une autre ethnie, ce qui explique en partie la violence des débats publics. On peut notamment citer le cas du peuple fang qu'on retrouve en Guinée équatoriale et au Cameroun, qui sont souvent discriminés et traités d'étrangers jusqu'à ce jour.
Tout comme l'exemple du peuple kurde qu'on retrouvait à cheval dans plusieurs États, cette discrimination a notamment atteint un pic dans l'histoire du pays avec le cas Mbathème, le cannibale de Vendo. Personne n'osait plus s'en approcher de peur de finir 6 pieds sous terre. C'est ainsi qu'est née la triste légende urbaine des fans qui mangent les gens. En outre, ils ne sont pas les seuls à avoir subi ou à encore subir pareille discrimination. Le peuple Pounou a droit à son lot de discrimination avec la rumeur sur les pouvoirs de sorciers que chacun d'eux possède ou encore les routes mystiques qu'ils empruntent chaque nuit. Cependant, le pouvoir présidentiel accordé à une seule famille pendant des décennies n'a fait que fragiliser le semblant d'équilibre qui régnait entre d'autres groupes ethniques. De la xénophobie à la préférence nationale, une haine qui se banalise. La xénophobie au Gabon ne se résume pas à la simple hostilité envers les étrangers. Elle est indissociable d'un chauvinisme national qui, au fil du temps, a trouvé des formes d'expression de plus en plus sophistiquées. On peut commencer par parler de la notion d'État importé qui est une expression de Bertrand Badi qui dit que l'État est le fruit d'une histoire occidentale. Il dit aussi que, en revanche, l'État a profondément marqué de son empreinte le jeu international. Il parle de territorialisation du monde, c'est-à-dire qu'avec la forme étatique, les individus fondent leur identité sur leur rapport d'allégeance à l'autorité centrale. Il ajoute concernant la territorialisation que le parachèvement de la construction de l'État sacralise l'idée que le territoire est fini. Mais pour lui, dans certaines régions, contrôler le territoire ne s'accomplit qu'en luttant contre d'autres allégeances pour venir à bout. Cette représentation du territoire s'est universalisée et Badi parle même de fiction territoriale, qui crée un alignement forcé sur l'histoire occidentale, alors que pouvait persister le sentiment d'appartenance à une communauté sur des territoires. En effet, la question d'appartenance à un État qui, plus est gabonais, revient à se positionner contre un ennemi commun sur le territoire pour converger les peuples qui vivent dans ces régions. Nous rejoignons ainsi Bertrand Badi pour une comparaison du modèle gabonais de l'État. On comprend dès lors que des peuples comme les Pounou, les Ndébi ou le groupe Omienais n'ont pas historiquement vécu sous le même prisme culturel et sociétal. Ils ont des organisations différentes et spécifiques. La colonisation a créé des États fictifs en associant ces peuples sur un territoire forçant une unité nationale. Et pour s'assurer qu'ils convergeront, on crée un ennemi commun. L'étranger comme bouc émissaire, comme le veut l'histoire derrière la xénophobie. Par ailleurs, on se souvient tous du slogan Gabon d'abord, qui comme le veut le modèle politique de Feu Omar Bongo, visait l'unité nationale. Il y avait là un vrai intérêt à unir la population sous la même bannière sociétale, mais nous sommes vite tombés dans un absolutisme de la notion de compatriote. En effet, les documents historiques tels que les cahiers coloniaux, les archives de Genève, montre que ce sentiment s'est cristallisé dans des politiques de préférence nationale, une doctrine qui, sous couvert de patriotisme, vise à marginaliser les populations non gabonaises. En matière politique, la préférence nationale au Gabon est un enjeu central du discours gouvernemental et est perçu comme un outil de souveraineté et de contrôle du marché du travail. Le gouvernement gabonais la présente comme une politique de relance économique post-transition visant à rééquilibrer le rapport de force entre les entreprises étrangères, les investisseurs internationaux et la population locale. Cette discrimination se manifeste de plusieurs manières, y compris par l'utilisation de surnoms péjoratifs qui réduisent l'individu à sa profession ou à son origine ethnique. Banaliser l'appellation le Libanais pour désigner le propriétaire d'une boutique ou le Malien pour un épicier de quartier, c'est désigner l'étranger comme une entité unidimensionnelle dont l'identité se résume à son activité économique. Cette pratique, d'une grande violence symbolique, contribue à la déshumanisation et à l'exclusion sociale. En outre, elle se reflète dans la discrimination au nom. Une forme d'ostracisme subtil mais puissant où un nom à consonance non gabonaise peut limiter les opportunités professionnelles ou sociales, comme le rapportent les discussions sur les groupes Facebook ou les forums d'expatriés. L'immigration au Gabon et l'histoire de la xénophobie sectaire. On va se plonger dans la chronologie des crises, des lynchages historiques aux vagues numériques. En commençant par les vagues de violence depuis 1962, du football au lynchage. Le Gabon n'a jamais été un exemple en ce qui concerne la densité de sa population. Depuis qu'il est indépendant, le problème de la sous-population a toujours été un marqueur, ce qui a conduit aux premières immigrations de masse pour les coopérations internationales. La première datant de 1975 avec l'arrivée des Roumains sur le territoire pour l'exploitation des ressources naturelles dans le G2. Une implantation qui s'est bien sûr faite sans encombre, le Gabon étant le toutou de son feu colonisateur, tant qu'on est le coderme, il n'y a pas de problème. Cependant, avant que cette première officielle ne soit diffusée dans l'Union, dans l'ombre des registres coloniaux et des archives du pays, on accueillait déjà des étrangers et étions déjà réputés xénophobes. En effet, beaucoup l'ignorent, mais en 1962,
À la suite d'un match de foot disputé par les équipes de foot respectives du Gabon et du Congo, un conflit entre les deux peuples éclate. Les Gabonais se mettent à lyncher tous les Congolais qu'ils croisent dans le pays. Encore plus grave dans la Nyanga où les citoyens font prisonniers des Congolais. Une presque guerre éclate au crépuscule des indépendances dans le sud du pays. Des chefs de canton, aidés des citoyens et quelques militaires font des chasses aux sorcières. L'histoire de la xénophobie au Gabon est alors jalonnée de violences spectaculaires, souvent déclenchées par des incidents mineurs. Le premier épisode majeur étant cette guerre entre le Congo et le peuple gabonais par rapport à ce match de foot. Les Gabonais qui sont livrés à de véritables lynchages, séquestrations, des actes rapportés par des archives de l'époque. Cette violence qui a traversé les décennies a connu d'autres pics avec l'expulsion par exemple des Béninois, plus de 10 000 Béninois en 1978 et de 8 000 Camerounais en 1981. Des événements largement documentés par Le Monde ou encore Jeune Afrique. Ensuite, on pourrait parler de la crise de 2015 au catalyseur de 2025. Pour revenir encore une fois sur la question de la densité démographique, Claude Boué disait, je cite, « Le Gabon est un pays d'Afrique équatoriale dramatiquement sous-peuplé, sous-développé, sous-ravitaillé. Dans un contraste saisissant, les richesses potentielles ou déjà exploitées de ce pays en font l'un des tout premiers du continent. La faiblesse de sa population lui permet d'occuper la deuxième place. Afrique pour la valeur du PNB par habitant. Outre l'utilisation du produit de ces richesses qui peut être plus ou moins judicieusement affectée à son développement, surtout à partir de 1973 où l'euphorie pétrolière laisse libre cours aux projets les plus ambitieux. Le problème de la main-d'œuvre se pose avec une acuité suraiguë, tant au plan quantitatif que qualitatif. Historiquement, le Gabon a eu recours à des immigrations de masse, que ce soit d'Asie du Sud-Est, d'Europe et surtout d'Afrique de l'Ouest. On s'en souvient encore de la coopération entre le Gabon et le Togo pour combler les carences au niveau de l'éducation nationale. Un bel exemple sur l'efficacité de la main-d'œuvre étrangère. Mais la population gabonaise ose se plaindre de la présence d'immigrants quand ces derniers font une grosse partie de la besogne. Le cas le plus explicite est la nouvelle première ministre, s'il faudrait prendre un exemple, italienne Giorgia Meloni, qui vendait des discours anti-immigration, mais qui, aux grandes dames de ses partisans, promeut désormais l'immigration de masse pour la main-d'œuvre. On reconnaît là-dedans une politique esclavagiste au même niveau que les Gabonais, qui ne voient l'étranger que comme un objet dont on peut disposer où et quand on veut. On déshumanise des populations au nom du bien-être d'une portion des autochtones de ces pays. Dans ce contexte, on rappelle que dès 1979, le temps montre entre le gouvernement gabonais et les organisations internationales. Quand le journal Le Monde publie un article le 14 mai 1979 sur le traitement des réfugiés au Gabon, le pays avait de base refusé d'accueillir des immigrés, mais sous la pression médiatique, je cite, le président Bongo aurait demandé à ses ministres d'accepter les fonds du Haut Comité pour les réfugiés, HCR, mais surtout de ne pas les distribuer aux réfugiés. En janvier 1978, 4000 réfugiés de Guinée équatoriale ont été arrêtés à Libreville. Ils ont été regroupés dans des camps et battus. Tout avait démarré avec une bataille rangée à la suite d'un mariage entre un Gabonais et une Guinéenne. Au lieu de calmer les esprits, Monsieur Bongo a donné l'ordre de procéder à des vérifications d'identité. Les Guinéens ne possédaient pas de pièces d'identité pour la bonne raison que le gouvernement avait refusé de leur en distribuer. Leurs magasins ont été pillés et ils ont été jetés dans des camions, nous a raconté un délégué. Plusieurs interventions ont alors contraint Libreville à délivrer des cartes d'identité aux réfugiés. Mais elles ne sont pas respectées. La police les déchire devant les titulaires. Les abus face aux réfugiés guinéens ne s'arrêtent pas à ces actes violents, malheureusement. Ils passent aussi par l'homogénéité de la population. Vous l'avez sûrement déjà entendu, et plus d'une fois. Tu te comportes comme un Équato. Tu t'habilles comme un Équato. Tout ce qui est péjoratif est désormais associé à une nationalité. Une discrimination sans nom qu'on ose enterrer et disqualifier. L'opinion publique gabonaise ne s'en indigne pas, au contraire. La population semble satisfaite de ces traitements infâmes infligés à leurs frères africains, si je peux dire, dans ce climat favorable aux pratiques inhumaines vis-à-vis des autres. Des tribunes pour encourager la chasse aux étrangers, comme celle de Christian Mungengi en 1993, deviennent la norme dans l'Union. La violence que subissent ces étrangers n'est pas que physique, elle est aussi verbale et touche tous les pans de leur vie sur le territoire. Les rafles deviennent elles aussi la norme. L'étranger n'a pour ainsi dire aucun droit dans ce pays. Personne n'en parle et personne ne les pointe du doigt. Elles sont normales et préservent la sécurité du pays. Aussi, si l'histoire regorge de conflits, la crise inoubliable de 2015 avec la communauté béninoise a marqué un tournant. Les tensions qui couvaient depuis plusieurs années ont été
catalysée par des discours anti-béninois sur les réseaux sociaux. Ces campagnes numériques ont été si virulentes qu'elles ont conduit le Bénin à envoyer une mission officielle pour constater l'ampleur du problème. Cet événement a non seulement révélé la force de la xénophobie en ligne, mais aussi son caractère cataclysmique. Pour les relations diplomatiques, forçant le gouvernement gabonais à réagir pour désamorcer les tensions. La population est allée jusqu'à brûler l'ambassade du Bénin et cibler des petits commerces tenus par des étrangers. Les reçus de tous ces conflits subsistent, mais personne ne veut dire le mot. Personne ne veut admettre ce qu'il en est. Georges Dougueli ose le faire en affirmant dans une tribune de Jeune Afrique que le Gabon est un pays xénophobe sur tous les plans. Les Béninois ne sont certainement pas les premiers et malheureusement pas les derniers. En opposition à de tels propos, clairs de sens, Daniel Franck-Idiata jure que les Gabonais ne seraient pas plus xénophobes qu'un autre peuple et que le nombre d'étrangers habitant le pays le prouve. Il assure ainsi que le Gabon n'est pas un pays xénophobe. Parallèlement, des influenceurs sur les réseaux sociaux comme Amalia par exemple ont plutôt soigné les propos de leurs abonnés sur l'impossibilité de la xénophobie exercée tout en réuniant la xénophobie du peuple gabonais, créant ainsi une forme de déni collectif qui normalise la haine. Une conclusion à laquelle je m'oppose. Cacher un œuf pourri sous un drap n'en élimine pas l'odeur. Le Gabon était vraiment un pays xénophobe. Pourquoi est-ce que autant de personnes étrangères viendraient travailler, s'installer, fonder des familles et même faire venir leurs proches si le Gabon était un pays fermé et hostile? Je ne dis pas que la xénophobie n'existe pas au Gabon. Attention. Mais je dis que souvent ce sont des faits isolés. Que le mot xénophobie est un peu trop fort. Affirmer que le seuil de tolérance de la démographie étrangère est un indicateur de la xénophobie est déjà discriminatoire. Cet argument qui est né notamment à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour légitimer la xénophobie à cause de la migration africaine, puis réinventé par son usage en 1968 par Michel Massenet, est profondément raciste et xénophobe. On tombe dans les caractéristiques de la deuxième forme de xénophobie qui est l'ostrisation et l'uniformisation des peuples. On réduit l'étranger à une forme homogène, encore une fois, peu importe les différentes cultures en jeu ou les difficultés. Cependant, nous savons qu'à contrario, la population leucoderme ne subit pas ces discriminations, ce qui fait prévaloir le racisme interne. En outre, 2015, les journaux du pays font de véritables chasses aux sorcières encore une fois, qualifiant les binationaux de néo-gabonais, questionnant la légitimité du président de l'époque à cause de ses origines. Tous s'interrogent sur sa vraie nationalité. Le système ne les inquiète pas non, tant que le grand méchant envahisseur quitte le pays. Le pays avait des allures de Japon impérialiste, si je peux me permettre, tous louant la pureté de leur sang gabonais. Plus récemment, en août 2025, une nouvelle vague de haine s'est abattue sur la toile suite aux propos d'une influenceuse gabonaise, Tata Berti, qui a ouvertement appelé à l'expulsion des commerçants béninois de Lambaréné. Comme le rapporte RFI par exemple, cette incitation à la haine a été suivie d'une réaction publique violente, avec des agressions et des lynchages contre les étrangers dans les marchés. Le timing de cet événement n'est pas anodin, car il a coïncidé avec un communiqué présidentiel du 12 août 2025, restreignant l'accès à certains métiers pour les étrangers, ce qui a été perçu par le public comme une légitimation de la haine. Le cabinet présidentiel n'a pas jugé bon de mettre en place des sanctions effectives qui calmeraient leur vague xénophobe. Au contraire, l'histoire se répète encore et encore. Les populations oubliées et abusées sont celles qui en paient les frais. L'étranger tel qu'on le pense, un bouc émissaire traditionnel. La xénophobie est un phénomène qui apparaît généralement en temps de crise. L'instrumentalisation des médias désigne l'étranger comme bouc émissaire, comme source de tous les maux. La xénophobie envers les communautés intégrées et les binationaux. Le sort des binationaux, l'étranger de l'intérieur. La xénophobie gabonaise ne se limite pas aux seuls étrangers de nationalité. Les binationaux, c'est-à-dire les Gabonais qui possèdent également une autre nationalité, sont aussi ciblés par la haine. Ces personnes, souvent qualifiées de néo-gabonais, sont pour la plupart aux premières loges pour assister à la xénophobie que font subir leurs compatriotes aux autres. La loi ne les protège de rien. Ils subissent de la discrimination au nom de toute leur vie, sont associés à des caricatures xénophobes selon leur nationalité et sont comme effacés positivement de l'espace public. Il n'est pas anodin d'entendre une remarque désobligeante adressée à un ami qui aurait un nom. D'ailleurs, il n'est pas anodin d'entendre un professeur se moquer d'un élève qui l'associerait à un préjugé xénophobe. Il n'y a pas de sanction pour ce genre de commentaires ou actions dans un système judiciaire bourré de failles. Nom de famille, elle dit c'est quoi ça? C'est quoi ce mélange-là? Après, elle ajoute, c'est vous qui venez au Gabon
pour voler nos terrains et pour construire. C'est vous tous là. Je suis en 5e. Je sais même pas de quoi il s'agit, mais vraiment, non, vraiment, ça c'était... Et le pire, c'est qu'à chaque fois que je la voyais, c'était la même remarque. C'est quoi ça, c'est quoi ça? Il n'y a pas une fois où je suis allé à l'administration, je ne suis pas tombé sur une dame qui m'a fait la même remarque. Et ça, c'était la routine, tu vois, donc, mais vas-y, quoi. Moi, c'était comme une force, comme quelque chose qui me rendait unique. Genre, je suis pas que gabonaise, je suis gabonaise et togolaise. Pour moi, c'était vraiment vraiment un plus. Pour moi, c'était un plus. Et je me rappelle, quand je l'ai su, je me suis mis à le dire aux autres. Quand je tombais sur des camarades de classe qui n'étaient pas du tout gabonais ou qui étaient du coup togolais comme moi, je disais, ah, mais moi aussi, je suis togolaise. Et puis, on a d'autres qui derrière vont te dire, oh, t'es togolaise, toi? Oui, oui. Oh, ça veut dire que tu vends les gâteaux, toi aussi. Et t'es en mode, non, je vends pas les gâteaux. Et première fois, ça te semble un peu bizarre, mais tu vas laisser un peu de revers de la main. Et puis, en dehors de ça, il y a aussi, oui, tu n'es pas vraiment togolaise parce que toi, tu es propre. Tu n'es pas vraiment togolaise parce que toi, tu vis dans une grande maison, les togolais vivent dans des cabanes. Ce genre de choses. Et au pire, enfin, à ce moment-là, tu commences à comprendre que c'est ce qui, selon toi, te rend unique, peut être finalement un problème, peut être finalement une source de marginalisation. Et vraiment, c'est dommage. Et bien évidemment, il arrive aussi ce moment où tu ne sais plus trop où tu peux te situer, parce que les Gabonais te disent, ouais, bah, toi, t'es pas vraiment gabonaise parce que t'es mélangé, parce que voilà. Et le Togolais te dit, bah, certes, tu vis un peu ce que nous on vit, mais encore toi, ça va parce que La double nationalité, qui a longtemps été analysée sous l'angle de l'État et de la souveraineté, perçue comme un conflit de loyauté et d'allégeance, a toujours suscité une franche hostilité. Des personnalités publiques comme la candidate Ares Kenge, par exemple, dont les origines étrangères sont connues, est souvent victime d'attaques sur les réseaux sociaux qui remettent en question sa loyauté et sa légitimité à occuper des postes de responsabilité. Sa binationalité, loin d'être un atout, est une cible de choix pour les Gabonais qui la considèrent comme une étrangère infiltrée malgré son statut de citoyenne. Mais on le sait clairement, il y a anguille sous roche quand il s'agit d'Ares Kenge et des femmes en général. Peut-être je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Le cas des Aoussa, une intégration sous tension. La xénophobie s'est aussi manifestée à l'égard des communautés ayant pourtant été nationalisées. L'exemple le plus frappant est celui des Aoussa, une communauté originaire du Nigeria, nationalisée par décret présidentiel en 2005. Un acte assez tardif quand on sait que la première nationalisation d'une personne Aoussa date de 1978. Cette portion de la population était déjà scrutée et accorder le droit de sol faisait parler. Ce décret qui visait à renforcer la population gabonaise sous le régime du parti unique d'Omar Bongo a été le début d'une intégration difficile. Le journaliste Franck Charlie Mandoukou le disait déjà. Un point de questionnement particulier est pourquoi les Aoussa sont la seule communauté gabonaise ayant eu besoin d'une décision de justice pour être considérés comme gabonais. Ils vivent au Gabon depuis plus d'une centaine d'années, comme les autres groupes ethniques d'ailleurs, du territoire, mais sous couvert d'islamophobie. Leur légitimité serait à revoir. Malgré leur statut de Gabonais, les Aoussa sont encore victimes de discrimination et de suspicion, notamment à cause de leur origine et de leur religion. Comme je l'ai dit, leur histoire est un parfait exemple de la fragilité de la nation face à la xénophobie endémique. Il vous suffit par exemple de parcourir les réseaux sociaux pour relever toutes les remarques discriminatoires exacerbées des Gabonais sur les Aoussa, alors que le Haussa fait partie des langues du territoire. Ils vont jusqu'à débattre sur leur droit de vote, alors que comme tout autre Gabonais, ils votent. Certains vont jusqu'à faire circuler des pétitions pour supprimer la nationalité de tous les Aoussa. Pas xénophobe, mais comportement xénophobe. Le problème reste entier. La xénophobie institutionnelle et ses instruments politiques. On commencera par le droit de travail et les titres de séjour, la discrimination économique. La xénophobie au Gabon ne se limite pas à des actes isolés, mais s'inscrit dans des structures de l'État. Selon la juriste Gaëlle Dresser, la politique de gabonisation de poste a rendu l'accès au travail extrêmement difficile pour les étrangers. À moins de posséder des compétences très spécifiques, le pays souffrant depuis des années d'un problème de corruption et d'un taux de chômage inquiétant. Cette politique ne sert qu'à pousser les personnes étrangères hors du tableau. Elles qui sont déjà marginalisées doivent se spécialiser dans des domaines qui ne garantissent pas toujours du travail sur le territoire. Aussi, la loi n'accorde pas vraiment de liberté dans l'exercice de ces métiers, car je rappelle que le décret numéro 0150 PRMTL-CC du 21 mars 2025 est venu renforcer les exigences sur l'exercice des métiers dans le secteur formel par les étrangers, en imposant notamment que 80% du plan de formation soit réalisé pour que l'employeur conserve le droit d'emploi du salarié étranger. L'annonce du 12 août 2025 se révèle par là même dangereuse, car s'il faut renforcer l'encadrement du domaine informel, il faudrait d'abord commencer par le définir. Cette surveillance accrue dans le domaine informel qui est exercée par les populations les plus démunies ne sert qu'à créer le chaos et détourner l'attention des vraies failles du gouvernement. De plus,
La discrimination est visible dans l'application de la loi, notamment pour les titres de séjour. Le prix des visas et des cartes de séjour varie considérablement selon l'origine du demandeur, ce qui est une forme de discrimination économique et institutionnelle. Si un Français peut obtenir un visa pour un certain prix, un Ouest-Africain se voit souvent infliger des frais exorbitants, voire contraint à la clandestinité. Le renouvellement de titres de séjour étrangers sont une autre preuve de la violence institutionnelle de l'État gabonais. En effet, je ne saurais vous dire le nombre de fois où j'ai vu des personnes étrangères faisant la queue pour espérer renouveler leur titre de séjour. Vous l'avez remarqué sans doute, c'est une procédure qui ressemble plus à un rituel d'humiliation qu'autre chose. On impose à des adultes et des mineurs, car le titre de séjour est obligatoire dès 15 ans au Gabon, de faire la queue pendant une journée et de payer un demi-million pour ne pas avoir des droits souverains. Ils font tout pour rester dans le cadre légal, même s'ils subissent des contrôles abusifs, pour ne pas dire des rafles quotidiennes. L'étranger, bouc émissaire de l'incompétence et discours politique. Un autre aspect essentiel de la xénophobie institutionnelle est son utilisation comme outil politique. Les étrangers sont régulièrement désignés comme responsables des dysfonctionnements causés par l'incompétence des services publics. Ce phénomène, largement documenté, permet de détourner l'attention des vrais problèmes de gouvernance. L'état déplorable des routes, la défaillance des hôpitaux ou l'inefficacité de l'administration sont souvent imputés à la présence de binationaux ou de conseillers étrangers, créant un dangereux raccourci qui préserve la responsabilité des dirigeants. Je me suis malencontreusement retrouvée dans un espace xénophobe où des Gabonais affirmaient que la détérioration de la mangrove à Libreville était de la faute des Béninois. Depuis quand le peuple gabonais est-il un modèle d'écologie? Si préserver la flore du pays était le premier ordre, il y aurait eu des manifestations sur le plan international quand le scandale de Perenco et Total, qui déverse des déchets toxiques dans la mangrove de Logoué-Maritime et ses alentours, aurait eu plus d'audimat. Cela n'a absolument pas été le cas, bien sûr. Au contraire, l'intérêt étant de taper sur les doigts des étrangers pour se libérer de la frustration. Le public était présent. Et pourtant, il suffit d'un cerveau et d'un niveau CM2 de sociologie pour comprendre que personne ne souhaite vivre dans des lieux et conditions aussi précaires. Ces habitations de fortune n'appartiennent pas qu'aux étrangers. Une bonne partie de la population y vit elle aussi. Le réel problème est donc le système en place qui a failli face à sa population la plus fragile. Par ailleurs, on peut encore citer notamment l'influenceur Neftali Nalik, qui, soucieux des habitants de quartiers sensibles à Libreville, a mené une campagne sur les réseaux sociaux face à la saison des pluies qui faisait son grand retour. Dans un pays fonctionnel où l'État se donne les moyens de subvenir aux besoins et attentes de sa population pour vivre décemment, les services publics auraient fait leur travail. Dans la réalité du Gabon actuel, il faut que les ONG daignent s'en occuper. De plus, les discours politiques véhiculés par ceux qui occuperont des postes dans le gouvernement de la 5e République gabonaise ont récemment embrassé cette rhétorique. La rhétorique de leurs prédécesseurs, c'est-à-dire le problème, c'est l'étranger. Pendant la campagne législative pour le député de l'étranger, par exemple, j'ai participé à ce qu'on appelle des spaces, pour avoir un peu plus de clarté sur les campagnes des différents candidats. Des candidats tels que, si je peux me permettre, ont tenu des propos extrémistes, promettant de ne garder que les étrangers qui se comportent bien et de protéger les emplois des Gabonais. Cela peut paraître anodin, mais je n'ai pu m'empêcher de remarquer ce dog whistle qui affiche sa couleur politique. Dog whistle, qui veut dire en français sifflet de chien, est un mot qu'on attribue à un comportement, à un discours ou à un acte qu'une personne pose pour s'adresser à un groupe spécifique de personnes et dont le public ne serait pas au courant. Pour revenir sur le discours du fameux candidat, il ne développe jamais son argumentaire, encore moins ses prises de position politique, mais affirme une chose pareille: un pays où de tels propos en bandeau réaffirment le climat qui règne et le manque de répercussions. On peut sans crainte le dire, la sphère politique gabonaise installe ce climat xénophobe sur le territoire. On peut notamment comparer cela à des mécanismes politiques tels que l'Oberfremdung ou l'extrême droite française qui stéréotype, déshumanise et ostracise un certain groupe de personnes. Nous parlerons ainsi d'allogénisation, de dénationalisation ou d'emprise. Il désigne d'autres êtres humains en utilisant des propos rabaissants, les utilise comme objet ou réceptacle de tout ce qu'il y a de mauvais dans le pays. On ne peut pas le pointer du doigt car c'est normal dans ce pays. S'il faudrait proposer une tentative de conclusion à cette analyse, c'est que les médias internationaux ont souvent donné des perspectives
divergentes sur la xénophobie au Gabon. Alors que Le Monde a historiquement publié des articles qui mettaient l'accent sur les expulsions et les lynchages comme des actes de violence purement xénophobes, certains articles de d'autres médias comme Jeune Afrique ont à l'époque parfois nuancé les propos en expliquant les expulsions pour des raisons économiques et sécuritaires, reflétant ainsi le dilemme du gouvernement gabonais. Cette divergence de perspective souligne la complexité de la situation et la nécessité d'une analyse approfondie pour peut-être encore plus comprendre le phénomène dans toute sa complexité. En comparant le Gabon par exemple à l'Afrique du Sud, où des vagues de violence xénophobes, comme celle contre les Nigériens en 2019, ont fait des dizaines de morts, on réalise que la xénophobie gabonaise, bien que moins meurtrière, est tout aussi enracinée et structurelle. Au Gabon, elle se manifeste moins par des violences de masse que par des discriminations quotidiennes et institutionnelles. De même, les tensions entre Gabonais et Nigériens qui ont conduit à l'expulsion de certains Haoussa gabonais rappellent la fragilité des relations au sein du continent africain et la difficulté de la libre circulation des personnes.